Madame, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 77 minutes. Vous êtes naturellement les bienvenus. Dans la page de garde de cette émission de la politique en République démocratique du Congo, la justice veut entendre Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle, est convoqué lundi par le parquet général de Lubumbashi. Le mandat de comparution pour lundi 9 mai a été officiellement reçu samedi matin par ses avocats après plusieurs heures de confusion autour d'une première convocation pour aujourd'hui. De l'économie aussi, avec cette annonce préoccupante du Fonds monétaire international, l'institution pointe en effet une baisse de la croissance des économies africaines avec d'énormes divergences à l'intérieur d'une même zone par exemple. Les explications selon les experts sont à la fois conjoncturelles et macroéconomiques. De la culture aussi, c'était le point final de plusieurs jours de célébration. Après une messe dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, Papa Wemba a rejoint mercredi sa dernière demeure. Son enterrement a eu lieu dans la périphérie de Kinshasa et vous l'imaginez bien, une foule immense a assisté à son inhumation. Et puis, nous avons une note de sport. Le parquet de Bucarest a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances autour du décès de l'international camerounais Patrick Ekeng lors d'un match de football sur fond de critiques concernant la prise en charge médicale du joueur. Sur ce plateau, Sampero Nba et Blanche Bidga, Judith Koindo, Michel Djeyi, Armel Joembogo et Roland Djakou viendront nous rejoindre au courant de l'émission à tour de rôle. 77 News, c'est parti. Sampero Nba, bonsoir. Bonsoir. Blanche Bidga, bon retour. Merci. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Tout de suite, l'image de la semaine. Reporters sans frontières a dévoilé mercredi 20 avril son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. L'Afrique australe est plutôt bien classée alors que la région des Grands Lacs fait figure de mauvais élèves. La Namibie, qui occupe la 17e place du classement RSF, est le pays sur le continent, le premier, qui respecte le mieux la liberté de la presse, suivi du Ghana, 39e au classement, puis le Burkina Faso, 42e, et le Botswana aussi, 43e, et la Mauritanie, 48e. Sampero Nba, que faut-il retenir globalement de ce classement? Carlo, il faut retenir deux choses. D'abord, que les pays africains ne sont pas moins bien placés que les pays d'autres continents et qu'ensuite, il n'y a finalement pas de logique préétablie. Il faut dire qu'il faut relever que l'Érythrée est certes bon dernier, derrière 6 pays d'Asie qui n'ont pas bougé, notamment la Corée du Nord et la Syrie, mais on retiendra les bons du Burkina Faso qui prend 4 places et se positionne à la 42e place. Dans le même temps, la Mauritanie occupe la 48e place après avoir gagné 7 rangs. D'autres satisfactions, il y en a. Le Ghana qui arrive à la 26e place malgré le fait qu'il perd donc 4 points. Le Bénin gagne 6 places pour se situer au rang 78. Le meilleur bond est celui de Madagascar qui passe de la 64e place à la 56e. Mais il y a aussi de grosses déceptions des pays qui n'avancent pas, comme les pays d'Afrique centrale et de l'Est. La Guinée équatoriale, 168e, moins 8 places. Le Gabon qui perd 5 places et se retrouve 100e. Le Congo qui passe à la 115e place après avoir donc perdu 8 places. Mais il y a aussi le Soudan, la Somalie et l'Égypte qui ont des efforts à consentir. Absolument. Et sur la question du Gabon, l'émission que vous allez suivre après le 77 News, un entretien exclusif avec le ministre gabonais de la Communication, ce volet du classement de Reporters sans frontières a été abordé. Plusieurs pays ont donc reculé en Afrique. Pouvait-on s'y attendre, Sampero Nba? Car il fallait effectivement s'y attendre, puisque la répression, notamment dans un contexte d'élection, à haut risque a eu raison de certains pays dont le Burundi, le Congo et la Guinée. D'autres ont été victimes de conflits armés et de guerres tribales comme au Soudan du Sud. Pour d'autres, ce sont les changements de régime politique ou les renforcements des systèmes politiques mis en place qui ont valu aux journalistes de ces pays de subir les affres de la répression. Maintenant, il y a des pays où la suspicion place en tout cas où la suspicion accompagne le déroulement de l'histoire, disons-le comme ça. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Algérie ou au Rwanda, on relève que des journalistes n'ont pas accès à l'information et se retrouvent face à la justice devant l'organe censeur ou derrière les barreaux pour avoir tenté d'expliquer des faits dont ils avaient pourtant connaissance. Peut-être voir avec Blanche Bidga, les pays les moins bien classés se situent en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Comment peut-on l'expliquer?
Alors peut-être il faudrait formuler la question autrement, ou du moins votre question nous amène à nous poser une autre question. La question donc serait-elle, y a-t-il une volonté véritable de ne pas laisser la presse faire son travail dans ces pays-là? C'est la question qui est posée. Le Gabon par exemple a perdu 5 places. On expliquera par le fait qu'une forte propension du CNC, le Conseil national de la communication, à censurer des médias proches de l'opposition ou de difficile accès aux sources. En Libye, on mettra en cause l'insécurité dans laquelle évoluent les journalistes et tous les professionnels des médias. Il en est de même au Nigeria avec la secte Boko Haram, au Tchad, en Égypte ou en Somalie. Ce sont des pays où le djihadisme ambiant voue quasiment à la mort ou au kidnapping des journalistes qui s'y essayent, ce qui est donc une raison ou quelques raisons différentes selon les régions, selon les contextes et les environnements politiques et sociaux. De toute évidence, ce qu'on pourrait dire, c'est que les pays en guerre contre le djihadisme notamment, le terrorisme et autres, sont bien plus exposés que d'autres, et donc les pays où l'alternance politique est presque envisageable sont tout aussi risqués pour les journalistes qui cherchent la vérité et qui essaient de la dire à tout prix. Quelques pays, Blanche Bidga, sont bien mieux placés que des pays qui généralement sont considérés comme des donneurs de leçons. Je pense aux pays occidentaux. Comment, en matière de liberté de la presse, je vais dire, comment comprendre ce différentiel entre ces pays et certains pays du Sud qui sont mieux placés? Alors, il y a la réalité apparente, mais il y a également RSF, Reporters sans frontières, qui a ses critères à elle. Donc, l'association Reporters sans frontières, l'un de ses critères, c'est justement la capacité pour les journalistes à accéder à l'information. C'est un critère qui compte énormément et cela explique beaucoup de choses. Un régime politique, par exemple, peut être légitime et légal. Il ne peut pas menacer de mort ou de procès des journalistes, par exemple. On parle de la dépénalisation des délits de presse. S'il ne garantit pas l'accès équitable à l'information à tous les médias, il ne respecte pas totalement la liberté de la presse. Ce sont là quelques raisons ou quelques critères que regarde RSF. Le Ghana, par exemple, classé 26e, est mieux placé que l'Espagne et le Royaume-Uni. C'est un de ces critères, du moins, sur lesquels s'est basé RSF. L'Afrique du Sud, 39e, est devant les États-Unis. C'est également un autre exemple. Le Burkina Faso, 42e, le Botswana, 43e. Tous ces pays dévancent la France, des pays qui jusque-là étaient jugés comme assez indépendants en matière de médias. En d'autres termes, les pays occidentaux n'ont pas forcément le monopole de la liberté de la presse. En Afrique, on peut et on doit surtout mieux faire. Sans Perron-Bat, peut-être une dernière chose sur cette question. Les gouvernements ont manifesté leur engagement à préserver la liberté de la presse. Peuvent-ils y arriver? Peut-on y croire? Car non, la liberté de la presse est aussi bien le fait des médias. On parle de la responsabilité des journalistes que celui des politiques, car ce sont eux qui ont la capacité finalement de censurer et qui surtout sont souvent attaqués par les médias suscitant des réactions épidermiques. La question est, les gouvernants sont-ils prêts à rendre compte à leur peuple s'ils venaient à être mis à nu par la presse, par exemple? Ce n'est pas si sûr. Les gouvernants ont peur de la presse et la presse connaît sa capacité de nuisance dans certains pays. Et il est difficile que les deux parties se comprennent. Pour cela, il faudra que chacun fasse des efforts, notamment que les gouvernants passent, par exemple, à la bonne gouvernance et que les médias n'en disent pas plus qu'ils ne sont capables de le prouver. Le fait de la semaine, en déclarant mercredi 4 mai au soir sa candidature, Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, a crispé un peu plus la majorité présidentielle et certains pans de l'opposition. Si ses partisans attendaient depuis longtemps que leur champion sorte du bois et ont fêté l'annonce, les réactions sont naturellement plus mitigées de l'autre côté du spectre politique, car en se prononçant, Moïse Katumbi a dressé l'étau, il a desserré l'étau du pouvoir alors que les forces de l'ordre ne cessent de réduire sa marge de manœuvre, soulignent plusieurs observateurs. Après l'avoir empêché de tenir un meeting le 24 avril, la police a encerclé le 5 mai sa résidence à Lubumbashi, faisant craindre une arrestation imminente avant de se retirer sous pression des casques bleus de la MONUSCO. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par les services de Canal 7. Moïse Katumbi n'aurait pas été officiellement saisi pour comparaître samedi devant le parquet général de Lubumbashi dans l'affaire de recrutement de mercenaires présumés. C'est du moins ce que soutient l'ex-gouverneur du Katanga, candidat à la prochaine présidentielle en RDC. Il a indiqué samedi avoir été informé de sa convocation à l'office du parquet général de la République à Lubumbashi par voie de presse.
La radio des Nations Unies en RDC, citant l'avocat général Bernami Kobiminga, a affirmé que la personne envoyée vendredi pour remettre sa convocation à Moïse Katumbi a été chassée par les services de ce dernier. Pour le candidat à la présidentielle, je cite, « Il s'agit d'une supercherie pour justifier mon imminente arrestation au prétexte que je n'aurais pas répondu à ce mandat de comparution. Un document qui ne m'a pourtant toujours pas été signifié. » Fin de citation. Dans une lettre adressée au procureur général du chef-lieu de l'ex-Katanga, les 4 avocats de la défense expliquent que toutes les informations récoltées dans les médias font état d'une ambiguïté sur l'auteur du mandat de comparution qui serait tantôt le parquet général de la République, tantôt le parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi. Ils ont par ailleurs indiqué que leur client est disposé à répondre à toute convocation de la justice qui lui serait régulièrement adressée. Alors, Blanche Bidga, Moïse Katumbi est candidat à cette élection présidentielle tant attendue en République démocratique du Congo. Est-ce finalement une surprise pour les nombreux observateurs ? Effectivement que ce n'est pas une surprise après sa démission au mois de septembre du parti de Joseph Kabila, mais également du poste de gouverneur du Katanga, cette riche province très convoitée dans l'est de la RDC. Donc Moïse Katumbi a rejoint l'opposition, ce qui ne laissait donc planer aucun doute sur sa volonté, sur le dessein qu'il allait donc donner à sa vie après. Donc on savait qu'il allait se dresser contre son ancien frère et ami pour lui ravir ce qui lui manque. Il a de l'argent, il a de l'autorité, mais il lui manque peut-être ce pouvoir-là. Et donc, ce n'est pas une surprise aujourd'hui de voir Moïse Katumbi se porter candidat. Alors, finalement, est-il le challenger que Joseph Kabila pourrait craindre, alors même qu'on sait normalement, il est à la fin de son 2e mandat? Alors, Joseph Kabila n'a pas encore répondu. On ne peut pas répondre par l'affirmative ou par la négative à cette question parce qu'il n'a pas encore dit si lui-même il est candidat à la prochaine élection présidentielle. On attend toujours la publication d'un calendrier et il n'a pas déclaré sa position pour la simple et bonne raison que la Constitution ne lui permet pas officiellement de se représenter pour un autre mandat. Donc là, on est dans un schéma où on pense que certains actes et l'attitude du président de la République montrent qu'il pourrait solliciter une révision de la Constitution dont déjà il y a ce problème de calendrier électoral, mais il y a une volonté qui pointe à l'horizon du président de revoir le calendrier électoral et la Constitution, autant pour moi. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il faut savoir que si Joseph Kabila est candidat, il faudra compter sur l'inusable opposant historique de tous les régimes, Étienne Tshisekedi. On en reparle à 83 ans. Le patron de l'Union pour la démocratie et le progrès social est toujours aussi disposé à servir son pays. Il le dit d'ailleurs à chaque fois. Il est également prêt à prendre le pouvoir qui lui échappe depuis beaucoup d'années déjà. Il a été plusieurs fois candidat. Il y a également Vital Kamerhe qui a 57 ans. Et donc Moïse Katumbi viendrait un peu comme un nouveau challenger, un de plus qui tirerait profit donc des dissensions au sein du parti d'Étienne Tshisekedi et de la quête par de nombreux partis mineurs du leader capable donc d'affronter Joseph Kabila. Moïse Katumbi aujourd'hui a pour lui le fait d'avoir été gouverneur du Katanga, ce qui compte énormément. Il est très riche déjà, il a des réseaux et il est très influent, donc il peut quand même être un challenger de poids pour Joseph Kabila, mais peut-être pas l'unique. Peut-être pas l'unique, on va peut-être penser aussi à Jean-Pierre Bemba qui se trouve à la CPI, qui aurait pu être un poids lourd de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon, même si la date précise n'a pas encore été annoncée. Quelques heures après avoir déclaré sa candidature, son nom a immédiatement été associé à une affaire de recrutement de mercenaires américains. Qu'en est-il exactement, Samperonba ? Alors, Carnot, l'affaire fait effectivement grand bruit. Le ministère congolais de la Justice a affirmé détenir des preuves faisant état de la présence au Katanga d'anciens militaires sud-africains et américains, des mercenaires à la sorte de Moïse Katumbi. La question de Moïse Katumbi qui refuse ces accusations est celle-ci. Comment ces éléments seraient-ils entrés sur le territoire congolais sans que les services de sécurité ne s'en rendent compte? La question est donc posée par Moïse Katumbi pour ce leader du G7, un collectif de partis politiques dont le G7 qui ambitionne de renverser, en tout cas de changer, de faire partir Joseph Kabila.
Donc, il s'agit simplement d'une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à l'élection. Il est très difficile pour l'instant de déterminer avec exactitude si les mercenaires sont effectivement sur le sol congolais. Mais ce qui s'observe pour le moment sur le plan politique, c'est que l'opposition avance divisée sur la question de l'élection. Comme l'a dit Blanche Bidgar, nombreux sont ceux parmi les leaders des partis d'opposition qui doutent de la volonté du gouvernement congolais de tenir le scrutin dans les délais constitutionnels et surtout qui doutent de la volonté de Joseph Kabila à céder le pouvoir, ou du moins à ne pas se présenter lors de cette élection. Alors, pour l'ancien gouverneur du Katanga, cette affaire serait un coup monté. Il en veut pour preuve le fait seulement qu'après être entré à l'opposition, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler autour de son nom. Peut-on croire Moïse Katumbi? Écoutez, la justice est censée être indépendante au Congo. Et cette justice va statuer, mais il est clair que Moïse Katumbi se sait déjà menacé. Il pourrait être écarté de la conquête du pouvoir et même si Joseph Kabila ne remplissait pas, il pourrait ne pas aller jusqu'au bout de ses ambitions. Rappelons que Joseph Kabila a déjà réussi à écarter, nous le disions tout à l'heure, Jean-Pierre Bemba. Dans son cas, les accusations semblaient avéré. Vous savez qu'aujourd'hui, il est détenu par la CPI. Est-ce qu'il va réussir à écarter Moïse Katumbi? On verra bien dans les prochaines semaines. Peut-être une dernière chose sur ce sujet, Blanche Bidgar. Moïse Katumbi, normalement, devrait se présenter demain devant le procureur de Lubumbashi. Va-t-il en sortir libre? La réponse, ce sera demain. On ne peut pas dire aujourd'hui s'il en sortira libre ou pas, mais du moins tout est possible. Il faut s'attendre à tout. La rupture de Moïse Katumbi avec le régime de Joseph Kabila qui a été mal vécue. Donc cette rupture a été mal vécue par le président congolais. Donc ça pourrait être un dénouement ou alors une pièce maîtresse dans cette affaire et dans le dénouement de cette affaire-là. En dehors des mercenaires, donc Katumbi pourrait se retrouver face à des affaires de détournement. Il y a des rumeurs qui courent de ce côté-là. Donc on va attendre et on verra quel sera le verdict donc, de ce côté-là. Dans tous les cas, Moïse Katumbi sera demain devant le procureur de Lubumbashi. On attendra des nouvelles du côté du Katanga. Le sujet politique de la semaine, Mohamed Morsi échappe de peu à la potence. Le verdict dans le procès de l'ex-président égyptien islamiste accusé d'espionnage au profit du Qatar était attendu ce samedi. Son verdict final a été ajourné au 18 juin prochain. Regardons ce reportage de Blanche Bidgar. Si Mohamed Morsi peut se réjouir d'avoir de la veine, si des 10 co-accusés de l'ex-président égyptien dans ce procès pour espionnage au profit du Qatar ne peuvent pas en dire autant. Ils ont tous été condamnés à mort par le tribunal égyptien qui juge cette affaire, reconnus coupables d'implication chacun à un degré précis dans la livraison de documents relevant de la sécurité nationale au Qatar, selon l'acte d'accusation. Le président du tribunal a sollicité l'avis du Moufti, l'interprète officiel de la loi islamique dans le pays, comme le veut la loi pour les condamnations à mort. L'avis de cette autorité religieuse n'est pas contraignant, mais il est généralement suivi. Le 18 juin 2016, donc, la Cour confirmera ou infirmera les peines de mort et prononcera son verdict à l'égard des 5 derniers accusés, dont l'ex-président Morsi. Il s'agit là du 4e procès contre Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans, classée organisation terroriste par les autorités. L'ex-président a déjà été condamné à mort en première instance, à la prison à vie et à 20 années d'incarcération, dont 3 autres affaires. Alors, Samperonba, Mohamed Morsi était jugé le 6 mai dernier. Il ne sera pas condamné à mort, ça, on le sait déjà. Cela était-il attendu? Le régime avait-il d'autre choix que de ne pas condamner Morsi à la potence? Carlo, il faut d'abord rappeler qu'il s'agissait là du 4e procès dans lequel était impliqué Mohamed Morsi, l'ancien chef de l'État, issu des frères musulmans, classé organisation terroriste par les autorités, classé organisation terroriste à l'époque où Hosni Moubarak dirigeait le pays. Le clan d'Abdel Fattah al-Sisi a certainement choisi de jouer l'apaisement. Visiblement, évidemment, la justice aurait pu infliger à Mohamed Morsi la peine capitale puisque c'est elle qui était pressentie pour des accusations aussi graves que celles d'espionnage en faveur d'un autre pays, en l'occurrence le Qatar. Mais la tension est tellement forte actuellement en Égypte que le pays peut devenir rapidement et très rapidement ingouvernable. Il y a la tension entre des communautés religieuses, on se souviendra du massacre des chrétiens coptes et des attaques contre les musulmans. Il y a aussi les conflits entre les camps politiques, entre les anciens et les nouveaux gouvernants. À tous les niveaux, l'Égypte connaît une grave crise identitaire et son unité est mise à mal
Pour témoignage, nous allons relever les actes de terrorisme, les rassemblements dispersés, les attaques contre les journalistes, autant de choses qui font dire que l'Égypte est aujourd'hui sur un brasier et qu'il serait plutôt à l'avantage du pouvoir en place d'apaiser les choses. Alors, peut-être savoir ce qu'on reproche aujourd'hui à Mohamed Morsi et Blanche Midga. Alors, comme le disait le reportage tout à l'heure qu'on a suivi, Mohamed Morsi, qui avait été élu démocratiquement après la chute d'Hosni Moubarak, est accusé donc de collaborer avec le Qatar et de livrer des secrets qui sont classés jusque-là top défense. Plus clairement, ce chef d'État musulman qui avait été destitué donc en juillet 2013 a déjà été condamné et donc par la justice, toujours pour des affaires donc liées à la nation. Aujourd'hui, il est jugé avec 10 co-accusés pour la livraison présumée de documents relevant de la sécurité nationale. C'est le terme choisi dans l'acte d'accusation au Qatar. Donc, ces documents auraient été livrés. Mohamed Morsi fait donc face aujourd'hui à plusieurs chefs d'accusation. Et le plus grave, c'est évidemment celui d'espionnage en faveur du Qatar, à côté des autres chefs d'accusation. Le Qatar, qui est donc, on le rappelle, ce petit émirat gazier du Golfe, qui était l'un des principaux soutiens de Mohamed Morsi pour son accession au pouvoir et qui avait donc dénoncé sa destitution par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi. L'Émirat a donc dénoncé les multiples répressions et interpellé le Caire à propos des attaques ciblées contre des journalistes de la télévision Al Jazeera, une télévision qatari qui appartient donc à des riches de ce pays-là. Alors, en définitive, Blanche Midga, quel pourrait être le verdict final dans cette affaire à multiples rebondissements? Alors, je vous répondrai comme tout à l'heure pour Moïse Katumbi. Il faut attendre le 18 juin. C'est donc cette date qui a été fixée pour le verdict final. C'est ce jour-là que la Cour confirmera ou infirmera les peines de mort pour les 6 co-accusés, les 6 des 10 co-accusés de Mohamed Morsi et prononcera définitivement le verdict à l'écart de Mohamed Morsi et ses 4 autres co-accusés restants. Il est déjà condamné à mort une première fois, en première instance. C'était donc et condamné également à la prison à vie et condamné à 20 années d'incarcération dans 3 autres affaires. Donc, on ne voit pas comment Mohamed Morsi pourrait voir sa peine s'alléger, peut-être pas condamné à mort, mais il ne faut pas s'attendre évidemment à voir la justice égyptienne visiblement encline à museler tous les potentiels opposants, faire preuve de clémence à l'endroit donc de l'ancien chef d'État qui a été renversé, on le disait tout à l'heure, en juillet 2013. Peut-être une dernière question à Samperonba. Cette guerre livrée aux frères musulmans est-elle de nature à apaiser le climat social dans un pays qui fut pendant longtemps la base arrière de la lutte contre le terrorisme? Car nous, on peut évidemment craindre que les condamnations de l'ancien chef des frères musulmans, Mohamed Morsi, enveniment la situation, évidemment. Il faut rappeler que sous Hosni Moubarak, les frères musulmans étaient interdits et c'est le printemps arabe qui les a remis un peu en scène. Comptant sur leur nombre, les musulmans ont réussi en 2012 à se venger d'Hosni Moubarak et de la répression dont ils avaient fait l'objet pendant des décennies. Mais le fait que Morsi ait été renversé en 2013 et que par la suite le régime du Caire se soit lancé dans une véritable chasse aux sorcières frappant les frères musulmans a eu pour conséquence d'augmenter les actes terroristes. On l'a déjà dit, les attaques ciblées contre des citoyens non musulmans. On se souviendra que les catholiques coptes ont été massacrés en avril-mai 2015 et de façon régulière, il y a des actes de violence commis par les musulmans qui apparaissent comme des actes de protestation. Pour répondre directement à ta question, Carnot, l'Égypte est en train de devenir une cible pour les djihadistes et les islamistes extrémistes et Abdel Fattah al-Sisi et les siens devraient revoir leur traitement vis-à-vis des frères musulmans pour peut-être échapper au djihad. Échapper au djihad et améliorer le climat social en Égypte. Blanche Midga, merci d'être arrivée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. On va peut-être passer à un autre sujet politique. L'UDP, le Parti démocratique uni, principal parti de l'opposition gambienne, vient de réclamer dans un communiqué la libération immédiate et sans condition de son chef et de tous ses membres et sympathisants arrêtés mi-avril dernier à Banjul, la capitale gambienne, et jugés notamment pour rassemblement illégal. Le reportage d'Armel Joembogo qui nous rejoint sur ce plateau. Le chef du Parti démocratique uni, Ousseynou Barboé, est détenu avec une quarantaine d'autres personnes, membres de sa formation et sympathisants, tous arrêtés puis inculpés suite à des manifestations organisées les 14 et 16 avril dernier en Gambie.
Une partie des prévenus a été arrêtée après un rassemblement réclamant des réformes politiques et les autres après une manifestation dénonçant la mort en détention d'un responsable de l'UDP, Solo Sandeng, selon son parti et les défenseurs des droits de l'homme. Il doit répondre de façon positive à cette revendication-là. Nous voudrions aussi également exiger que toutes les personnes arrêtées à la suite de ces manifestations soient libérées immédiatement et sans condition. Demander à ce qu'une enquête indépendante soit menée sur le sort de Solo Sandeng et que les responsables de sa mort soient traduits en justice. Amnesty International a également lancé un appel à la CEDEAO et à l'ONU d'intervenir dans ce conflit avec le président Yahya Jammeh. Nous avons ensuite lancé un appel à la CEDEAO pour qu'elle intervienne rapidement pour faciliter le dialogue en Gambie entre l'opposition et le pouvoir. Et également, nous avons demandé aux Nations Unies que si Yahya Jammeh s'entêtait dans son refus, bien entendu, il faut prendre des sanctions économiques ciblées contre lui, comme les aides de les avoirs et comme les interdictions de voyage. Les 18 manifestants arrêtés le 14 avril dernier ont comparu ce mercredi 4 mai devant la haute cour de Banjul qui a alourdi leurs charges à la demande du parquet qui les accuse de complot en plus de leur précédent chef d'inculpation comprenant le rassemblement illégal et l'incitation à la violence. Ahmed Jorobogo, bonsoir. Bonsoir, Carmen. Merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est vous qui suivez le déroulement de cette actualité en Gambie. On sait que l'opposition réclame la libération d'un certain nombre de sympathisants, de membres du parti UDP. Où en est cette situation aujourd'hui ? Il faut noter, Carnot, qu'après le procès, n'est-ce pas, du chef de l'opposition, Ousseynou Bardoué, et de 19 co-prévenus, arrestation qui a été effectuée le 5 mai dernier, pour, n'est-ce pas, le rassemblement illégal de la justice dont vous parliez tantôt en Gambie, de ses opposants. Effectivement, on ne sait toujours véritablement pas où on en est. On ne sait toujours pas où on en est. On reconnaît seulement que les chefs d'accusation qui ont été nourris contre ces personnes, effectivement, ont été réaffirmés par la justice gambienne. Mais ajouté à cela, on a également évoqué le complot, n'est-ce pas, contre l'État, un complot contre l'État qui vise même, n'est-ce pas, à vouloir détourner l'État. Et on parle même de crimes contre la personne du président de cette République. Mais naturellement, l'ensemble de ces détenus a plaidé non coupable de tout ce qui leur a été reproché. Et on sait également que les avocats de ces derniers ont demandé, n'est-ce pas, à la haute cour de Banjul, effectivement, qui s'était prononcé là-dessus, une caution. Ils ont formulé une caution, ils ont demandé la libération de ces détenus, mais malheureusement, la haute cour de justice n'a pas effectué cette caution. Samperonba, peut-être quelque chose à dire sur cette actualité à Banjul, plusieurs opposants qui ont donc été arrêtés et dont les amis réclament la libération aujourd'hui. Écoute, Carnot, en Gambie, on dira que ce n'est pas très surprenant, puisque c'est un pays où effectivement le chef de l'État, le président Yahya Jammeh, a habitué la presse internationale, la communauté internationale, l'opinion internationale à ce genre d'actes. Yahya Jammeh n'a jamais admis l'opposition dans son pays. Il est même en train de se radicaliser puisqu'il a choisi notamment l'extrémisme religieux, en tout cas l'islam fondamentaliste. Il a fait un certain nombre de choix ces dernières années qui font penser que Yahya Jammeh est en train de se radicaliser. Donc, ce genre de procès ou ce genre d'accusation contre les opposants, ce n'est pas... en tout cas, c'est tout à fait régulier, c'est tout à fait normal dans ce pays. La question est quelle sera la fin pour ces opposants. On sait que Yahya Jammeh a pu mettre en prison des centaines et des centaines d'opposants dont on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs années. Et parmi ces détenus, un homme, Solo Sandeng, membre de l'UDP, a trouvé la mort en prison. Dans quelles conditions ? Jusque-là, les causes exactes de son décès ne sont toujours pas clairement définies, mais certains rapports font état de sévices corporels, n'est-ce pas, sur sa personne. C'est dire qu'il aurait été torturé naturellement en prison. Et d'ailleurs, Amnesty International a demandé un rapport médico-juridique pour ce fait, car on a du mal à comprendre que Solo Sandeng, n'est-ce pas, qui se portait très bien le jour de son arrestation, ait pu simplement perdre la vie en prison. D'où d'autres voix qui se lèvent
lève en Gambie et au sein même de la communauté internationale pour l'assassinat, disent-ils, effectivement, de Solo Sandeng. D'ailleurs, plusieurs avocats de la défense avaient protesté le jour même devant la cour contre les conditions de détention de ces derniers. Ils avaient demandé aux juges d'ordonner aux autorités pénitentiaires de laisser les prévenus avoir, n'est-ce pas, des soins et une alimentation correcte suivie des visites des proches. Une des avocats d'ailleurs, Awasi Sissé Sabadi, avait notamment cité le cas d'une de ses clientes qui avait été blessée à la main et jusqu'au jour du procès, effectivement, elle n'avait pas pu recevoir des soins. Alors, Samperonba, les ONG internationales qui ont quand même un regard sur ce qui se passe en Gambie, est-ce qu'elles ont un poids assez important pour renverser la situation? Écoutez, très clairement, pour ce qui est des ONG, elles ne peuvent que donner leurs avis. Et Human Rights Watch et toutes les ONG humanitaires, toutes les ONG qui militent en faveur de la démocratie, en faveur des droits de l'homme, en faveur de la liberté d'expression, ont tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas la première fois, je le disais sur ce plateau, que la Gambie est le théâtre de ce genre de faits. C'est régulier et très souvent, la sonnette d'alarme a été tirée. Et vous allez comprendre pourquoi donc la Gambie se situe, est toujours placée parmi les derniers en matière de respect des droits de l'homme. Voilà, donc les ONG ne peuvent que donner des avis. Et visiblement, depuis plusieurs années, tout en se radicalisant, Yahya Jammeh, le président Yahya Jammeh, ne donne pas l'impression d'être influencé par ce qui se dit de lui à l'extérieur, ce qui se dit de lui de la part des organisations non gouvernementales, ce qui se dit de lui de la part de la communauté internationale. Alors, Ahmed Joé, on sait que la Gambie est enclavée dans le Sénégal. Quels sont les rapports entre ce petit pays et le Sénégal qui a quand même une aura internationale à ses côtés? Bon, les rapports ne sont plus totalement beau fixe. Hein. On se souvient de ce boycott de la Trans-Gambie, ce bac-là qui faisait, n'est-ce pas, le relais entre la Gambie et le Sénégal. Donc depuis, effectivement, ce boycott, les relations se sont de plus en plus détériorées. Et d'ailleurs, ces relations qui sont détériorées ont été notifiées par l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur sénégalais qui était en Gambie. Et vous savez que le Sénégal est un pays qui respecte les droits de l'homme. Et si le régime au pouvoir, n'est-ce pas, de la Gambie ne fait pas preuve d'ouverture dans ce sens, ma foi, il serait fort probable que dans les jours à venir, que le Sénégal tourne le dos à ce pays. Alors, premiers défenseurs des droits de l'homme des Nations Unies ont certainement réagi face à l'opposition gambienne. Qu'en est-il ? Bon, aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déjà appelé la Gambie à mener une enquête approfondie sur la mort de Solo Sandeng, dont je faisais état tantôt. Et le haut commissaire aux droits de l'homme s'est dit profondément choqué par ce décès. Le porte-parole du haut commissariat des Nations Unies a d'ailleurs expliqué que ce climat de violence et d'impunité en Gambie est particulièrement inquiétant et dangereux à l'approche des prochaines élections présidentielles qui auront lieu en décembre prochain. C'est dire qu'effectivement la situation en Gambie, elle est totalement délétère. Et il a d'ailleurs dit, je cite, « Nous sommes extrêmement choqués de penser que ce leader de l'opposition qui manifestait de manière pacifique dans les rues de Banjul ait pu simplement trouver la mort dans les mains de l'État. » Donc c'est pour dire que les Nations Unies aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent une enquête claire, nette et précise, une enquête en bonne et due forme, effectivement, pour non seulement ces arrestations, mais également pour les décès de Solo Dieng, afin effectivement qu'une certaine sérénité soit retrouvée dans ce pays qu'est la Gambie. Merci Joé Mbogo d'être arrivé sur ce plateau et on espère que vous allez encore regarder cette situation en Gambie. Le sujet économie de la semaine, le Fonds monétaire international a indiqué dans une étude publiée ce mardi que l'Afrique subsaharienne a connu en 2015 sa plus faible croissance depuis 15 ans en raison notamment de la chute des cours des matières premières et de la sécheresse. Selon les calculs de l'institution, la croissance moyenne dans la région Afrique s'établit à 3,5% en 2015 et devrait chuter à 3% cette année. Des précisions de Judith Koindo.
Selon les calculs du Fonds monétaire international, la croissance moyenne dans la région Afrique s'établit à 3,5% en 2015 et devrait chuter à 3% cette année, bien loin des 6% affichés lors de la décennie précédente. Le repli brutal des prix des matières premières et le durcissement des conditions de financement ont placé les économies les plus importantes du continent africain sous pression, note le FMI, qui incite les gouvernements à mettre en place des réformes favorisant la croissance à long terme. Les deux plus gros producteurs de pétrole, le Nigeria et l'Angola, sont parmi les pays les plus touchés, tout comme le Ghana, l'Afrique du Sud et la Zambie, exportateurs de matières premières. Une grave sécheresse dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe comme l'Éthiopie, le Malawi, le Zimbabwe font craindre une situation d'insécurité alimentaire pour des millions de personnes, ajoute l'étude. Certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Kenya ou le Sénégal font encore partie des bons élèves du continent avec des taux de croissance dépassant 5% grâce notamment à leur investissement dans les infrastructures et la forte demande de leur classe moyenne émergente. Le rapport conclut néanmoins que malgré les défis, les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne demeurent bonnes à moyen terme grâce à un meilleur environnement pour les affaires et une population jeune. Juliette Koendo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivée sur ce plateau pour nous parler de cette question économique assez intéressante pour l'Afrique, pour les économistes africains, mais qui est quand même préoccupante pour l'ensemble du continent. Alors, la croissance des économies africaines, elle est au ralenti, peut-on dire ? Oui, carrément, il faut dire que d'après le Fonds monétaire international, il s'agit de la plus faible croissance depuis 15 ans et avec d'amples variations au sein de la région. Des chocs sévères tels que les faiblesses des cours des produits et des matières de base, des durcissements des conditions de financement et des sécheresses. Le nouveau rapport du Fonds monétaire international indique d'ailleurs que la croissance économique est descendue à 3,5% en 2015, son plus bas niveau depuis 15 ans. Cette année, elle devrait ralentir encore pour s'établir à 3%, c'est-à-dire nettement en recul par rapport aux 6% enregistrés en moyenne au cours de la décennie écoulée. Et à plein plus que la croissance démographique, l'institution de Bretton Woods a également indiqué dans son nouveau rapport qu'après une longue période de croissance économique vigoureuse, l'Afrique subsaharienne va vraisemblablement connaître une deuxième année difficile à cause des multiples chocs qui frappent la région. Toutefois, la chute des cours des produits de base et le resserrement des conditions financières dans beaucoup de grands pays. Aussi, le nouveau rapport appelle les pouvoirs publics à réagir de façon plus énergétique, plus énergétique, comme je le disais, pour contrer les effets de ces chocs et permettre à la région de réaliser de potentielles croissances économiques au niveau des pays. Absolument, amener les États à réagir de façon énergique pour essayer d'améliorer la situation. Peut-être savoir quelles sont les causes de ce ralentissement quand on sait quand même que l'Afrique aujourd'hui est classée parmi les régions au monde qui sont les régions porteuses d'espoir en matière économique. Oui, bien sûr. Alors, car nous disons que cette révision à la baisse des perspectives de croissance s'explique par plusieurs raisons. D'abord, nous avons la baisse persistante des prix des matières, des produits de base, et notamment le pétrole, autres matières premières également. Nous avons la sécheresse en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Le problème également de l'insécurité liée au terrorisme dans l'Afrique sahélo-saharienne et les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger également. La chute des cours internationaux du pétrole et des autres matières de base qui ont des répercussions négatives sur les premières économies du continent, à l'image du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Disons, il faut souligner toutefois qu'en Afrique subsaharienne, ce pays, cette région reste vraisemblablement également confrontée à l'équation sécuritaire qui est non, pour les pays non exportateurs également de pétrole et dont les économies sont plus diversifiées et qui devraient se montrer plus résilients. Et également, le Fonds monétaire international anticipe une croissance de 2,3% au Maroc en 2016. Les aléas aussi climatiques sont à première l'origine de la chute de la croissance par rapport à 2015. Et il faut dire que la reprise toujours lente en Europe affecte aussi beaucoup les pays de l'Afrique. Absolument. Et parmi les pays africains, on sait qu'il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Alors, quels sont les pays les plus impactés par cette situation ?
Comme l'a dit Antoinette Saé, responsable du département dans le cadre des assemblées générales de printemps des institutions de Bretton Woods, de manière générale, tous les pays africains exportateurs des matières premières hors pétrole sont nettement touchés par par la baisse des cours internationaux. Il est nettement prévu que les pays exportateurs de pétrole d'Afrique subsaharienne enregistreront une croissance de 2% en 2016, une révision à la baisse de 2,1 points par rapport aux prévisions d'octobre 2015 et de 3,4% en 2014. En 2017, autant pour moi, les indicateurs ne sont pas plus encourageants pour l'Afrique du Sud qui est sur le continent également et qui a une économie plus industrialisée avec une croissance de 0,6% prévu pour 2016 et de 1,2% pour l'année suivante. Alors, le Fonds monétaire international pointe également l'incertitude politique qui règne en Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma est fragilisé par plusieurs scandales pour justifier ses chiffres en berne. Alors, dans beaucoup d'autres pays importateurs de pétrole, les tensions inflationnistes résultant de la répercussion d'un dollar américain vigoureux et des prix élevés des produits alimentaires ont compensé aussi une certaine mesure des gains tirés de la baisse des prix du pétrole sur le continent. Alors, Samperon, peut-être une question assez importante quand même sur cette situation. On voit bien que la croissance était en partie tirée vers le haut par les pays producteurs de pétrole. Peut-on lier la situation à cette situation, à la situation globale du continent? Oui, car d'une certaine façon, en dehors de l'Afrique du Sud, il faut en convenir, les pays les plus riches du continent et où la croissance a souvent tutoyé les deux chiffres sont les pays pétroliers, l'Algérie, l'Angola, le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Libye, entre autres. Et comme vous le savez, tous ces pays ont connu un ralentissement lié à la chute du prix du baril du pétrole, passé en une année de 100 à 40 $ et même moins de 40 $. Certains pays ont clairement affiché leur pessimisme, d'autres ont tenté de rassurer en réajustant leur budget. Mais vous le savez, l'Angola et le Nigeria ont clairement indiqué que leurs économies étaient en crise. Un des avouements, enfin, ils l'ont très clairement affiché, ce qui ne fait pas des pays faibles. La Libye est dans le chaos, tandis que le Gabon voit en même temps sa production s'essouffler, alors qu'on annonce que le pays pourrait passer de l'état des pays pétroliers à celui des pays gaziers. Donc, très clairement, oui, la situation des pays pétroliers qui subissent les affres de la baisse du prix du baril de pétrole, leur situation impacte nécessairement sur la croissance économique de tout le continent, comme l'a dit Judith Koino avant moi. Alors, Judith Koino, il a certainement un certain nombre de recommandations des institutions financières pour essayer de rééquilibrer cette situation, notamment le FMI. Quelles sont les recommandations du FMI pour faire face à cette situation? Alors bien évidemment, pour faire face à cette situation, les responsables du FMI recommandent aux États d'agir au moyen de 3 leviers qui vont renforcer mutuellement, qui vont permettre aux pays de renforcer leurs économies. Il s'agit d'un accompagnement budgétaire reposant sur des mesures génératrices de croissance concernant tant les recettes que les dépenses, une relance budgétaire en cas de besoin si les marges de manœuvre le permettent, et des mesures de politique monétaire. Par ailleurs, dans un tel contexte, il est possible et même nécessaire d'amplifier les réformes structurelles, estime le responsable du Fonds monétaire international. Et dans ce contexte de faible croissance, les finances sont devenues plus vulnérables. Et pour faire face à la situation, il faut redonner de la vigueur aux perspectives de la croissance. Et Madame Saé, responsable du département dans le cadre des assemblées générales de printemps des institutions de Bretton Woods, recommande une adaptation de la politique budgétaire, une hausse des ratios des impôts, une politique monétaire mieux adaptée et des réformes structurelles. Alors, n'y a-t-il pas de pays sur le continent qui parviennent quand même à tirer leur épingle du jeu? Bien évidemment, en disant que plusieurs pays quand même du continent parviennent à tirer leur épingle du jeu selon les prévisions du FMI. La Côte d'Ivoire, le Kenya, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie par exemple devraient tous afficher des taux de croissance
croissance entre 6 et 7% grâce aux investissements dans les infrastructures et la forte consommation de leur population. Et au-delà de l'année 2016, une amélioration du climat des affaires pourrait avoir un effet positif sur le taux de croissance et estime évidemment le Fonds monétaire international. Alors, pour terminer, Sampérod, les conséquences de cette situation sont-elles perceptibles actuellement sur le continent africain? Oui, bien sûr, plusieurs conséquences sont perceptibles. On voit des projets colossaux qui devaient booster les économies locales qui sont en arrêt. Les budgets d'investissement ont été considérablement revus à la baisse. Les États empruntent bien plus qu'avant pour tenter de relancer des secteurs comme l'agriculture, le bâtiment et l'énergie. Mais le plus dramatique, c'est que les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi sont asphyxiés. Dans certains pays, on évoque même des cessations de paiement. Malheureusement, les agences de notation ne sont guère plus rassurantes puisqu'elles infligent des notes très mauvaises. Le Gabon a par exemple pris de l'agence Moody's MBA3 alors qu'il avait MB1, donc c'est une régression considérable, même si au niveau du Gabon, le gouvernement a tenté de rassurer, de nuancer. Tout cela n'est pas de nature à rassurer, mais il y a des économies plus stables, comme disait Judith Koindo, plus équilibrées et mieux armées qui continuent à tirer vers le haut le continent. C'est le cas des pays non pétroliers ou qui ont une part quasi inexistante du pétrole dans leur budget. Le cas de la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Tous ces pays sont du lot vraisemblablement et ce sont sur eux certainement que le continent devra compter pour rebooster son économie en 2016. 2016 est attendu de pied ferme sur le continent africain, sur le plan des économies de notre continent. Judith Koindo, merci d'être arrivée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Judith. Bonsoir. Des milliers de Congolais ont rendu mercredi un dernier hommage à leur idole, le chanteur Papa Wemba, lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa, suivie de l'inhumation du grand prêtre de la musique congolaise. Je vous propose de regarder ce document qui a été concocté par Roland Djakou, qui nous retrouve sur ce plateau. Le chanteur congolais Papa Wemba a été inhumé ce mercredi en après-midi dans la bousculade et en présence des milliers de fans à la nécropole entre ciel et terre, un cimetière haut de gamme situé à environ 60 km du centre-ville de Kinshasa. Papa Wemba restera bravé dans nos cœurs. Donc nous serons toujours avec lui, nous allons toujours écouter ses chansons, mais la chose qui nous va inquiéter, nous n'allons plus les voir physiquement sur la scène. Sauf que nous allons simplement écouter ces chansons, mais c'est un modèle que nous devons tous suivre. Nous sommes effondrés parce que là, l'emblème doit être enterré aujourd'hui. Ça nous fait énormément de chagrin. On a mal. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son âme repose en paix. Nous qui restons unis, nous serons unis. Avant le départ du cortège pour le cimetière, le gouverneur de Kinshasa et ami de Papa Wemba, André Kimbuta, a salué lors des hommages à la cathédrale Notre-Dame un maître de l'art, un homme de talent et de génie, et enfin l'homme du spectacle mort en spectacle. Je confirme également que la ville de Kinshasa y construira un mausolée à l'honneur et en mémoire de notre icône. Voix au perché et personnalité flamboyante, le rossignol Papa Wemba était une des grandes figures de la rumba congolaise, le prince de la SAP. Wemba forever. Roland Djakou, bonsoir. Bonsoir Carmen. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous aussi, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le déroulement des obsèques de Papa Wemba. Inutile de rappeler que l'icône de la musique congolaise est décédée il y a quelques semaines à Abidjan au cours d'un festival organisé par les tenants du groupe Magic System. Alors finalement, il a rejoint sa dernière demeure. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette inhumation? Alors Carmen, il faut dire que ce que nous pouvons retenir, pas seulement de cette inhumation, mais aussi de la mort de Papa Wemba, c'est la mobilisation qu'il y a eu depuis l'annonce de sa mort à Abidjan le 24 avril dernier. Plus d'1 millier de personnes, notamment on parle de 2000 personnes qui ont assisté à la cérémonie hommage à Papa Wemba, notamment à la cathédrale Notre-Dame du Congo, plus de 2000 personnes, et jusqu'à 10 000 personnes qui s'étaient massées souvent dès l'aube aux abords de l'édifice, suivant l'office sur plusieurs écrans géants, la circulation complètement bloquée par une foule immense.
d'indépendance. Alors, occupant la grande avenue, bordant la cathédrale sur plus d'1 kilomètre, un hommage digne du prêtre de la rumba, un hommage digne de Papa Wemba, parce que plusieurs personnes se sont massées. C'est la preuve que Papa Wemba a été aimé dans son pays, et pas seulement, parce qu'il n'y avait pas seulement les Congolais qui étaient du côté, enfin, qui ont rendu un hommage à Papa Wemba, mais il y a aussi des personnes qui sont parties des autres pays du continent africain pour venir témoigner, pour venir toucher du doigt, pour venir véritablement s'incliner devant le cercueil de Papa Wemba, qui a finalement été enterré et qui a rejoint le panthéon des grands de la musique congolaise et africaine. Alors, le maire de Kinshasa, André Kimbuta, a promis que l'État ou la ville devrait construire un mausolée digne de son nom pour honorer Papa Wemba. Peut-on croire à cette promesse? Mais en tout cas, car nous, c'est une promesse, comme vous le dites, c'est une promesse, j'y crois, même si on reste toujours pessimiste face à ce genre de situation. Certaines personnes pourraient voir en ces déclarations comme des effets d'annonce. Beaucoup de personnes pourront peut-être croire que ce sont des paroles qui font plaisir. Tout de même, Papa Wemba le mérite, et le gouvernement congolais ne peut pas prendre de tels engagements s'il ne peut pas les respecter ou encore les réaliser. Alors, M. André Kimbuta Yango a précisé, et je cite, « Je me fais le devoir en votre nom de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour la mise à disposition d'un site d'1 hectare devant être aménagé par le gouvernement de la République pour accueillir le corps de Papa Wemba ». Fin de citation. On attend, on espère, on se dit bien que Joseph Kabila, qui est le président de la République, qui est le président de la République, et aussi notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a pris des engagements devant des milliers de personnes, et pas seulement parce que c'était des cérémonies qui étaient retransmises sur des chaînes de télévision et après relayées aussi par différentes chaînes de télé, y compris nous. Donc du coup, il va bien falloir que le gouvernement congolais respecte sa promesse, donne justement un mausolée digne de son nom à Papa Wemba, parce que comme on le sait et comme on l'a toujours dit, Papa Wemba n'a pas seulement fait plaisir aux Congolais, mais à tout un continent. Et effectivement, et vous le dites si bien, Papa Wemba laisse un patrimoine colossal, il laisse sa famille, il laisse aussi de très très nombreux fans. Que doit-il se passer maintenant que Papa Wemba n'est plus là? Comment ses fans vont-ils se consoler? Comment sa famille va-t-elle se consolider? Alors, Carnot, ce sera difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que Papa Wemba, il a laissé un patrimoine vraiment énorme, que ce soit musicalement parlant, sapologiquement parlant, artistiquement, bref, la famille du chef coutumier de Molokai est vaste, et comme chez les Bantous, et nous sommes des Bantous, les répartitions se feront même au sein de sa famille artistique, Viva la Musica par exemple, parce qu'il faut dire que Papa Wemba s'en va aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir comment est-ce qu'on pourra se consoler. On ne pourra pas se consoler de manière intégrale, parce que Papa Wemba, il laisse la blessure qu'il a laissée est une blessure qui peut-être va se cicatriser, mais ne disparaîtra plus jamais. Donc Viva la Musica, qui est le groupe qu'il a fondé depuis les années 70, reste aujourd'hui orphelin, donc il n'y a plus de repères pour ce groupe-là. Il y aura aussi ce problème de leadership, parce qu'en République démocratique du Congo, ça on le sait, il y a toujours ce problème de leadership, il y a toujours ce problème de c'est moi qui valorise la musique assez que X ou Y. Donc il y aura maintenant ce problème-là qui doit naître, que ce soit au sein de Viva la Musica, Wenge Maison Mère, Wenge Musica, Escra Musica et bien d'autres. Donc il y aura ce problème de leadership, parce que Papa Wemba était considéré comme le roi de la pop, par exemple Michael Jackson du côté des États-Unis, et aujourd'hui on se demande bien qui pourra remplacer The King of Pop, et c'est la même question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un autre Papa Wemba qui pourra venir donner un nouveau pan à la musique congolaise, à la rumba congolaise? Alors, on est loin de la polémique qui est née en Côte d'Ivoire après la mort de Papa Wemba. Est-ce qu'aujourd'hui tout est apaisé? On ne parle plus d'un empoisonnement? Bon, parce qu'en fait, Carnot, les avocats de Papa Wemba et son manager, la personne qui s'occupait de son management artistique à travers le monde, et sa famille aussi, avaient décidé de ne pas entendre vouloir parler d'empoisonnement, et ont refusé toute autopsie, parce qu'ils se sont dit il faut laisser Papa Wemba partir en paix. C'est quelqu'un qui aimait la musique, et il a voulu mourir sur la scène, c'est arrivé, c'est un souhait peut-être qui s'est exaucé, mais toujours est-il c'est que sa famille, ses avocats et surtout son staff managérial refutent toute possibilité d'empoisonnement. On va revenir un peu sur cette image-là
tout qui court un peu sur les réseaux sociaux, car nous voyons un monsieur qui vient déplacer le micro de Papa Wemba et après, quelques minutes plus tard, vient remettre le micro de Papa Wemba. On l'avait expliqué sur ce plateau et je pense qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus pour permettre à ce que les téléspectateurs puissent comprendre pourquoi on ne parle plus de cet empoisonnement, parce que c'était une procédure que Papa Wemba avait l'habitude d'adopter. C'est aussi, comme par exemple son chant d'entrée sur scène, il a toujours fait depuis le début de sa carrière jusqu'à ce qu'il meure, et donc du coup c'était une tradition chez Papa Wemba. Et le matériel que Papa Wemba utilisait, notamment son micro, un micro qui coûte excessivement cher. Donc pour ne pas le casser, parce que Papa Wemba c'était un fou de la scène, c'était une bête de la scène, quelqu'un qui se déplaçait tellement. Donc son staff managériel ne voulait pas abîmer ce micro. Donc c'est pourquoi on avait donné des recommandations au staff de l'organisation, notamment au staff d'Assalfo et sa team, de prendre soin de ce micro. Donc du moment où on voit que Papa Wemba doit commencer à bouger sur la scène, qu'on déplace le micro, parce qu'il utilisait un micro sur un trépied, il fallait le déplacer. Ce qui a été fait, ce qui a été respecté, et le manager de Papa Wemba est revenu sur ce fait et a même demandé à ce que la République ivoirienne puisse poursuivre ces personnes qui ont fait ce montage vidéo pour susciter un peu ce côté d'empoisonnement et mettre de fausses idées dans la tête et des fans. Et créer la confusion. Voilà. Dans les fans, chez les fans, pardon. Alors, les obsèques ont eu lieu dans un climat d'apaisement, sans peur de bas. Est-ce le signe que Papa Wemba lui-même était un homme de paix? Car non, Papa Wemba était un homme épris de paix. On n'a jamais entendu Papa Wemba appeler au désordre ou à la guerre. Il est resté dans la mémoire des Congolais et des Africains comme cet homme qui appelait souvent son pays à la réconciliation. Vraiment, on a vu Papa Wemba être affligé par les situations que traversait son continent. Il était donc naturel qu'il soit accompagné dans la paix. Personne n'aurait pu imaginer que des fans ou même des fanatiques transforment les obsèques en cérémonie de règlement de compte ou quoi que ce soit. Personne n'aurait pu imaginer que qui que ce soit profiterait de ces moments-là pour s'aimer autre chose que la paix. Papa Wemba était un homme de paix, c'était un ambassadeur de la paix, même s'il n'a pas été désigné officiellement par l'Union africaine ou par un pays africain quel que soit, mais Papa Wemba a été lui-même un symbole de paix par sa musique, par ce qu'il a chanté, par la façon dont il s'est comporté. Il a plutôt sémé la joie, il a invité les gens à vivre et à bien vivre. Alors, Roland Djakou, le chanteur congolais Adolphe Dominguez, qui était un des ténors du groupe Wenge Musica, a dit au sein de la cathédrale que le Congo, les artistes congolais resteraient unis après la mort de Papa Wemba. Un souhait qui pourrait se révéler important, selon vous? Très important, Carnot, très important. Adolphe Dominguez, lui, qui connaissait bien Papa Wemba, qui a fréquenté Papa Wemba dans les débuts de sa carrière, c'est quelqu'un qui connaissait bien les aspirations de Papa Wemba. Alors, si les artistes prennent conscience, comme l'a dit d'ailleurs Koffi Olomidé le jour où on lui a annoncé que Papa Wemba est décédé à la 9e édition du FEMUA à Abidjan, il a demandé à ce qu'on puisse comprendre que la vie c'est rien et que les guéguerres qu'on peut avoir contre X ou Y dans des groupes qui se font et se défont du côté de la République démocratique du Congo s'arrêtent, parce qu'en fait on ne pouvait pas imaginer que Papa Wemba est parti en première classe et revenu dans la soute d'un avion. Donc pour lui en fait il va falloir que les choses puissent se faire. Alors si les artistes peuvent comprendre ça de cette oreille, parce que Papa Wemba lui c'est quelqu'un qui prônait la paix, comme l'a dit Samperodma, c'est quelqu'un qui chantait la paix, c'est quelqu'un qui n'avait jamais incité au désordre ou encore à une quelconque forme de violence. Donc lui, Papa Wemba, si les artistes congolais le considèrent comme le roi de la rumba, comme le prêtre de la rumba, il va bien falloir qu'on puisse aussi respecter le fait que c'était un homme de paix et que les artistes puissent s'unir désormais en République démocratique du Congo. Parce qu'il faut voir que pendant longtemps, pendant des années, on a parlé un peu de cette forme de mésentente entre Koffi Olomidé et Papa Wemba. Après l'album Wake Up est venu plutôt consolider les choses, donner raison aux deux personnes que nous n'avons pas de problème. Voilà ce qui se passe. On peut bien se mettre ensemble et ironie du sort ou encore peut-être coup de maître ou encore je ne sais pas comment je vais pouvoir appeler ça, c'est l'album le plus vendu de la carrière de Koffi Olomidé et de Papa Wemba, parce que c'est un album à la première sortie, plus de 60 000 exemplaires, à la première semaine de sa sortie, plus de 60 000 exemplaires écoulés. Donc vous comprenez que parfois il faut bien s'unir pour pouvoir le faire, et Koffi Olomidé peut-être à partir de là a compris ça, Adolphe Dominguez aussi. J'espère que ce soit Pierrette Adams, que ce soit Ferregola ou encore Fally Ipupa, il va falloir
falloir que les artistes congolais comprennent que c'est un homme de paix qui est parti et que pour que la musique congolaise puisse avoir le poids qu'elle a toujours eu depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, il va bien falloir qu'ils puissent rester ensemble et donner justement raison à Papa Wemba. Alors, on a senti l'Afrique très soudée très mobilisée autour de la mémoire de Papa Wemba. Qu'est-ce que le continent va retenir de cet homme? Le continent retient un homme créatif, Carnot, un homme créatif. Il avait beaucoup à offrir, et pas seulement au continent africain. C'est quelqu'un qui avait cette possibilité de pouvoir mobiliser le maximum de personnes, parce que même à sa mort, on le voit, donc l'image d'un artiste, d'un créateur, comme je l'ai dit, d'un homme heureux sur scène, notamment sur le continent africain. Il suffit de voir comment sa mémoire a été saluée à Abidjan après son décès, et partout en Afrique noire, la mémoire de Papa Wemba a été honorée, parce que c'était un Africain au-delà du simple fait qu'il était congolais. Papa Wemba, c'est toute une bibliothèque, c'est l'histoire de la musique africaine, c'est l'histoire de la rumba congolaise, et il ne sera jamais autrement en ce qui concerne Papa Wemba. On ne parle pas de lui comme on l'a dit lors de l'émission spéciale qu'on a diffusée sur notre chaîne hier. On ne parlera pas de lui dans le passé, on parlera de lui toujours au présent parce qu'il demeure. Alors, sans plus de battre, peut-être sur cette dernière question, plusieurs évêques, une soixantaine de prêtres, des responsables, des célébrités, des anonymes aussi, ont convergé autour de la dépouille de Papa Wemba. Pouvait-il en être autrement? Car non, il ne pouvait pas en être autrement. Papa Wemba a reçu des hommages dignes de son rang. C'était le roi du Molokai, mais c'était un roi parce qu'il était un grand homme au milieu des autres, parce qu'il a consacré sa vie à un idéal, un homme populaire, une star est partie en star, et ça ne pouvait pas être autrement. Je ne pense pas qu'il y aurait un autre Papa Wemba, mais c'est vrai que le Congo a pris l'habitude de donner à l'Afrique et au monde de grands musiciens. Oui. Il n'y a pas encore une autre Myriam Makeba, il n'y a pas d'autre Franco. Chacun est particulier, et Papa Wemba a été particulier. La rumba reste avec les enfants de Wemba. Elle reste tout de même orpheline, il faut le dire. Le roi est mort et le monde a rendu hommage à ce roi. Alors vive le roi. Vive le roi. Merci Roland Jacou d'être arrivé sur ce plateau, et on espère que vous allez continuer à suivre minutieusement la suite de ces obsèques, mais également la construction du mausolée. On va le suivre. Merci. Le football camerounais à nouveau en deuil suite au décès de l'international Patrick Keng en plein match du championnat roumain qui opposait le Dynamo au Viitorul. Victime d'une crise cardiaque survenue à la 69e minute après son entrée en jeu, le milieu de terrain camerounais succombera peu après avoir été transporté aux urgences. Suivons ce reportage d'Evan Bala et on reçoit Michel Zueyi pour les explications. Patrick Ekeng s'est effondré à 26 ans sur le terrain, 7 minutes après son entrée en jeu pour le Dynamo Bucarest, qui affrontait le Viitorul Constanta en championnat de Roumanie. Il n'a pu être réanimé et est décédé après quelques heures passées dans le coma, laissant derrière lui sa femme et sa petite fille de 2 ans. La grande star des Lions indomptables des 15 dernières années, Samuel Eto'o, a écrit sur sa page Facebook que les images de ce drame lui rappelaient celles du 26 juin 2003 à Guerlain, lorsque Marc-Vivien Fouet s'était effondré sur la pelouse de Lyon lors d'une demi-finale de la Coupe des Confédérations contre la Colombie. Comme un record battu de tristesse et de tragédie, Patrick Ekeng nous a quittés frappés par la mort, ajoute Eto'o, qui est complètement effondré et abattu. Le président de la fédération camerounaise FECAFOOT, Tombi Aharoko Sidiki, a déclaré que les mots lui manquent pour exprimer sa tristesse. Selon lui, le Cameroun perd encore un jeune footballeur prometteur sur qui il comptait pour remporter la CAN de 2019 organisée au Cameroun. Le football roumain aussi est endeuillé et la Fédération roumaine de football a annoncé le report de tous les matchs du week-end et de la demi-finale de la Coupe de Roumanie au 17 mai, censée se disputer le 10 mai. Le lion indomptable Patrick Ekeng a rejoint Fouet, rappelant à Samuel Eto'o le mantra de l'époque « Un lion ne meurt pas, il dort ». Michel Zueyi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous avez suivi cette actualité. Evan Bala vient de nous retracer un tout petit peu les conditions de cette tragédie. C'est le deuxième joueur camerounais qui meurt dans les mêmes conditions après Marc-Vivien Fouet il y a 13 ans. Doit-on conclure un mauvais sort sur
les footballeurs camerounais? Écoutez, à voir la tournure que prennent les événements et comment se présentent les faits, de nombreux observateurs commencent justement à soutenir cette thèse, autant pour moi. Effectivement, la disparition tragique de Claude Patrick Ekeng rappelle la mort, entre autres, dans les mêmes circonstances analogues de son compatriote Marc-Vivien Fouet. Et cela, c'était lors des Coupes des Confédérations Cameroun-Colombie, évidemment, à Gerland, le 26 juin 2003. Et donc, du coup, mauvais sort, non, pas forcément, car il faut tout de même préciser qu'il n'y a pas seulement que les joueurs camerounais qui sont morts effectivement sur un terrain et qui ont été victimes de ce genre de tragédie. D'ailleurs, le dernier cas de mort enregistré de suite d'un malaise cardiaque remonte au 30 avril 2015 dernier. De suite, effectivement, d'un malaise cardiaque, un défenseur belge a succombé effectivement 3 jours après la crise. Donc, du coup, ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit également sur un terrain de sport, mais qu'allons-nous dire, il faut tout de même préciser que ce sont des choses qui arrivent, c'est un passage obligé, mais qu'à cela ne tienne, les causes peuvent être multiples et elles seront révélées effectivement par les examens qui seront faits plus tard à l'endroit de ce joueur. Alors Michel Zueli, nous l'avons dit dès l'ouverture de cette émission, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances autour de ce décès, du décès de ce jeune attaquant camerounais. Quelles sont les premières constatations aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, les médecins, parce que là, il faut marquer un pas là-dessus. Il y a des médecins et des supporters qui ont dénoncé, qui se sont plaints des conditions de la prise en charge, effectivement, de ce joueur, disons, que l'ambulance était arrivée trop tard et qu'on aurait pu sauver la vie de ce dernier. Et la presse roumaine a d'ailleurs critiqué cela, que la présence lors lors de la prise en charge de ce joueur, l'ambulance qui a mené le Camerounais vers l'hôpital situé à seulement 100 mètres avait un défibrillateur et vraiment, franchement, avoir une intervention rapide, on n'aurait pas dû attendre autant de temps pour pouvoir sauver la vie de ces derniers. Il a donc fallu qu'on pratique, d'après ce que les médecins disent, il a fallu qu'on pratique au cours des 3 minutes qui suivaient quelque chose de technique sur ce joueur, le réanimer sur place pour qu'il revienne avant de l'emmener aux urgences. Mais il se pourrait que cela n'a pas été fait. Bien sûr que le club, les médecins du club ont démenti, mais ça n'a pas été fait. D'après ce que les médecins disent aujourd'hui, on peut dire qu'une enquête a été ouverte au vu de ces déclarations, au vu de toutes les critiques qui prônent autour de ce problème. Une enquête a été ouverte effectivement par le parquet roumain qui tient justement à mener une enquête, à ressortir quelque chose de cette histoire. Et donc aujourd'hui, il faut dire que ce décès interpelle plus d'une personne, même les sportifs, de pouvoir apprendre ne serait-ce que les premières notions d'un premier secours. Hormis le fait, il y a le ministère de l'Intérieur de la Roumanie qui de son côté a annoncé un contrôle de la société privée et effectivement de cette ambulance Pulse qui s'est chargée du transport du joueur pour s'assurer si l'équipe technique, l'équipe qui était mise en place pour pouvoir assurer la sécurité du joueur était qualifiée. Alors Samperonba, peut-être savoir à ce stade de la situation ce qui peut directement être mis en cause pour justifier le décès de ce jeune joueur. Alors, Carnot, quand il y a une mort aussi brutale, on se pose toujours la question des antécédents médicaux. Apparemment, il n'avait pas d'antécédents médicaux. Le jeune Patrick Ekeng, c'était un arrêt cardiaque qui l'a frappé. C'est rare à ce niveau de la compétition, puisque les joueurs sont généralement bien entraînés et bien suivis médicalement. Et c'est cela qui peut expliquer l'intervention lente des secours. C'est-à-dire que généralement, quand un joueur tombe, on se dit, bon, il y a eu une action, peut-être que c'est une autre partie du corps qui a été touchée, on ne pense pas tout de suite à un arrêt cardiaque. Il faudra donc vérifier si les équipements médicaux des ambulances sont aux normes, comme disait Michel Zueli, et le personnel suffisamment qualifié. Le ministère, en tout cas, tient à ce que tous ces aspects soient vérifiés. Les médecins, les supporters ont donc dénoncé, comme disait Michel Zueli, les conditions de transfèrement du joueur vers l'hôpital, mais une autopsie médico-légale sera faite, elle aura lieu lundi, pour qu'on sache rapidement ce qui est arrivé à ce joueur. Mais pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'il n'avait pas d'antécédents médicaux, c'est que comme un joueur professionnel, il était
cas assez bien suivi, et donc que c'était un arrêt cardiaque. Mais aujourd'hui, en dehors de tout cela, il faut retenir que l'enquête va être ouverte pour savoir pourquoi il est mort, alors qu'en arrivant à l'hôpital, entre-temps, il aurait pu être bénéficier donc de massage cardiaque, d'un défibrillateur. Tout cela n'a pas été fait, tout cela n'a pas pu permettre au jeune Patrick Ekeng de sortir de cet arrêt cardiaque. Alors Michel Zueyi, au pas de course, peut-être nous rappeler un tout petit peu les faits marquants de ce joueur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son palmarès à Claude Patrick Ekeng? Il faut retenir que ce jeune joueur âgé de 26 ans était battant. Après sa formation au Canon de Yaoundé de 2008 à 2009, il a donc pris son envol du côté de la France et il a joué au Mans en Ligue 2 où il est resté pendant 4 ans. Ensuite, en 2011, il est passé de ce club pour le club Rodez avant d'atterrir par la suite en 2013 au FC Lausanne Sport. Ensuite, il a poursuivi sa carrière du côté de l'Espagne à Cordoue de 2014 à 2015 avant de déposer enfin ses valises en Roumanie au Dynamo Bucarest où il a tiré sa révérence à 26 ans. Patrick Ekeng, autant pour moi, a enregistré 3 sélections dans les moins de 20 ans de l'équipe nationale camerounaise et une sélection à la sélection A, donc à l'équipe nationale A. Donc c'était un jeune battant, un jeune qui brillait déjà et qui était prêt à se battre jusqu'au bout pour le Cameroun. C'est une grosse perte. On imagine que son club a pris un certain nombre de dispositions après cette tragédie, Michel Zueyi. Oui, concernant effectivement le club qui est sous le choc parce que c'est la deuxième fois que le club perd un joueur d'une telle envergure. Donc la fédération a décrété pour la période du 7 au 9 mai son report des finales. Donc la finale devait se jouer, mais cette finale est reportée. C'était la finale de la Coupe de Roumanie entre le Dynamo, son club de Bucarest, et le club Cluj qui était prévu pour le 10 mai. Et puis aujourd'hui, hormis le fait, il y a tous ces matchs-là qui devaient se jouer entre-temps, qui ont été également reportés. Tout ça pour observer une minute de silence à la mémoire de ce géant. On dit géant parce qu'il avait de l'avenir, il meurt à la fleur de l'âge, mais le Cameroun espérait sur lui. Alors, Sampero Nba, Patrick Ekeng n'était pas aussi connu que Marc-Vivien Foué. Est-ce que les Camerounais vont se mobiliser autant qu'ils l'ont fait en 2003, vous le pensez? Patrick Ekeng n'était pas très connu, mais c'était quand même un international qui a combattu pour les couleurs de son pays. Et tous les hommages lui ont été rendus depuis hier par ses amis renvoient de lui l'image d'un garçon sympathique, poli et combatif. Ensuite, c'est toujours douloureux de perdre un parent en dehors de sa terre d'origine. En Afrique, c'est toujours mal vécu et Patrick Ekeng était, en tant que Camerounais, le parent de tous les Camerounais. Sa mort est donc vécue difficilement. Il ne fait aucun doute qu'il aura droit à des obsèques dignes de son engagement au sein des Lions indomptables. Peut-être pas comme Marc-Vivien Foué, puisqu'il est mort dans un championnat mineur et qui n'a pas forcément réalisé de grands exploits avec les Lions, mais il aura sa part d'honneur, en tout cas on l'espère. Peut-être une toute dernière question, Michel Zueyi, puisqu'ils nous sont pris par le temps. Au niveau des autorités sportives camerounaises, quelle est leur démarche à l'heure actuelle? Écoutez, c'est la consternation totale du côté de la Fédération camerounaise de football. Dans un communiqué rendu officiel après la nouvelle de la mort de ce joueur, l'instance dirigeante du football camerounais dit attendre le rapport officiel du club où évoluait le joueur, parce que la FEGAFOOT souhaite effectivement voir le Dynamo Bucarest faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. Donc en ce moment, le Cameroun reste dans l'attente d'une suite favorable. Il y a une enquête qui sera menée, l'autopsie va être fait à ce jeune joueur et eux, ils ne seront là que pour recevoir le rapport. Merci Michel Zueyi d'être arrivé sur ce plateau. Merci à Sampero Nba également. Merci à Blanche Bidga, Judith Koindo, Roland Djako et Armel Joembogo. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. C'est la fin de ce 7-7 News. Gardez votre position d'écoute. Nous vous proposons juste après cette émission une édition spéciale, l'entretien exclusif de la rédaction de Canal 7 avec le ministre gabonais de la Communication, porte-parole du gouvernement, M.
M. Alain-Claude Bilibizé. Il parlera de plusieurs sujets politiques, mais également concernant la profession. Merci à vous et à la semaine prochaine.